Si tout le monde est prêt, alors nous pouvons commencer. Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent aussi nombreux à l'inauguration du stand Haute-Savoie sous-traitance sur ce Midest 2014. C'est la 8e année que nous sommes présents ici sur le Midest. 8 ans, ça veut dire que nous avons passé l'âge de raison l'année dernière et on s'en est même pas rendu compte. Cette année, nous rentrons donc dans une année de sagesse, vous allez le constater, puisque nous allons consacrer cette table ronde d'inauguration au thème de l'innovation. Alors chaque année, on essaye d'avoir un thème. En fait, pour être très franc avec vous, on a un peu tout piqué à nos amis chinois qui, eux, avaient déjà une année thématique, mais animalière. Eh bien, nous avons des années un peu plus sérieuses. On avait l'année de l'industrie l'année passée et cette année, nous avons l'année de l'innovation. L'innovation, vous, Haut-Savoyards, vous savez très bien ce que c'est, puisque nous sommes les meilleurs du monde, évidemment. On a tout inventé en Haute-Savoie. Et une simple requête sur Google permet de s'en assurer, puisque quand on tape innovation Haute-Savoie dans le moteur de recherche, on se rend très vite compte que la première page qui s'affiche consiste à nous présenter l'alcool La Chèvre, qui permet de gagner l'ivresse en moins de 30 secondes. C'est dire si nous savons gagner en productivité. En Haute-Savoie, nous avons tout inventé, vous le disais-je. On a inventé le parapente à Mieuxy. On a la ville de La Roche-sur-Foron qui fait partie des villes, qui est, je crois, la ville avec l'éclairage public la première en France grâce aux travaux de l'ingénieur Sansoub. On a inventé les lacs propres grâce à la ville d'Annecy. On a inventé, vous le constaterez tout à l'heure, le fromage qu'on peut manger avec la croûte parce que c'est pas mauvais et que ça permet de gagner en compétitivité dans les buffets savoyards. Vous vous en rendrez compte tout à l'heure. Et puis bien sûr, il y a cette innovation, celle dont je suis moi-même le plus fier, et nous en sommes coutumiers ici, vous nous le pardonnerez, c'est le fameux quart d'heure savoyard. Le quart d'heure savoyard, on va essayer de ne pas le transformer en une demi-heure savoyarde, et nous allons donc donner la parole tout de suite aux 4 invités que je vous demande d'accueillir pour cette table ronde, à commencer par le président de la Chambre de commerce et d'industrie, monsieur Guy Métral. Bonjour. Bonjour, merci de me donner la parole. On vous entend. Le temps de monter vos micros, je présente également le président du syndicat national du décolletage qui nous fait le plaisir d'être ici, monsieur Lionel Beau. Oui, bonsoir à tous. Vous, on vous entend très bien. C'est beaucoup mieux. Il y a également 2 entreprises qui auront la parole un tout petit peu plus tard dans cette table ronde pour nous donner leur regard sur l'innovation et sur les méthodes qu'ils ont appliquées au sein de leur entreprise, de leurs entreprises respectives. On accueille également monsieur Galmiche de Airtech. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Et monsieur Nico Terra de Relais Industrie. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Merci à tous les 4 d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Alors, puisqu'innovation n'est pas l'ennemi de la tradition, Guy Métral, je vous laisse la parole car j'imagine que vous avez des remerciements à formuler. Oui, merci Floris. Donc bonjour à toutes et à tous. Je tenais à remercier au nom des 4 fondateurs de Haute-Savoie Sous-Traitance. Je remercie les partenaires avec monsieur Christian Hézon, Jean-Louis Mivel, maire de Cluse, les conseillers généraux, monsieur Deville et Raymond de la Banque Populaire des Alpes, monsieur Roger Rollier et les membres de la fédération de la FAGIT, madame Sophie Dion, députée de la Haute-Savoie de la 6e circonscription, madame Virginie Duby-Muller, qui est ici présente, députée de la Haute-Savoie, monsieur Marcel Sadier, député de la Haute-Savoie, Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie, Cyril Pelva, sénateur de la Haute-Savoie, et Philippe Carrier, qui représente Rochexpo. Je remercie bien sûr vous toutes et vous tous les entreprises. Je remercie également la presse qui est présente aujourd'hui, les collaborateurs des 4 structures qui préparent le Midest tout au long de l'année. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre engagement. Je rappelle également au passage que vous représentez à vous deux. J'espère qu'il n'y a plus de peur que de mal et plus de bruit que de mal. Ça ne va pas nous empêcher de continuer. Je rappelle donc que vous deux, vous parlez au nom des 4 fondateurs évidemment de Haute-Savoie Sous-Traitance que sont l'Agence économique départementale, le pôle Mont-Blanc Industrie, bien sûr la CCI de la Haute-Savoie et enfin le SNDEC. Je remercie également quelques-uns des financeurs de ce stand Haute-Savoie Sous-Traitance, le Conseil général de la Haute-Savoie, la région Rhône-Alpes et l'Union européenne et puis évidemment la Banque populaire des Alpes qui figure parmi les partenaires. Lionel Beau, je vous donne la parole. On entre tout de suite dans le vif du sujet.
La fameuse innovation, qu'est-ce que c'est que l'innovation pour vous? Est-ce qu'innovation rime forcément avec révolution? Et est-ce qu'on est obligé d'être une très grande entreprise avec un budget R&D, avec un bureau d'études pour innover, ou est-ce que c'est à la portée de tous? Bon, tout d'abord, je voudrais à mon tour saluer tous ceux qui sont ici présents. Déjà saluer les élus savoyards, les sénateurs, les députés, les maires, et de leur dire que nous sommes quand même très heureux de les voir si nombreux sur notre stand aujourd'hui. On n'a pas eu le plaisir d'accueillir au niveau de Midest cette année un des membres du gouvernement. On avait le plaisir, on a partagé le déjeuner avec le ministre tunisien de l'Industrie. Bon, mais par contre, on voit que nos élus savoyards ont répondu présent. Encore une fois, un grand merci pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à nos départements, à notre industrie. Votre présence encore ce soir témoigne de votre soutien. Concernant l'innovation, c'est tout simplement la capacité d'améliorer. C'est de créer des améliorations dans l'entreprise, des améliorations qui vont apporter une différence, des améliorations qui vont créer de la valeur ajoutée. Et je crois qu'aujourd'hui, pouvoir dire que toutes les entreprises, petites ou grandes, aujourd'hui innovent de leur façon. C'est avant tout un état d'esprit qu'il faut avoir dans l'entreprise, la capacité à se remettre en cause tous les jours, la capacité donc à améliorer notre quotidien. Définition même de l'innovation, si on s'en tient à la définition du dictionnaire, l'innovation est le processus consistant à innover. Bon, jusque-là, ça va, tout le monde suit. C'est-à-dire chercher à améliorer constamment l'existant de façon radicale. C'est quelque chose qui a été amélioré, changé, modifié, transformé ou révolutionné sur un secteur d'activité, une pratique sociale ou la vie d'un grand nombre d'individus. Ceci, le plus souvent, de façon inattendue ou inconsciente. Dimétral, est-ce qu'on peut innover sans le savoir? D'une part, je pense que l'innovation, elle n'est pas uniquement que technologique. On peut aussi avoir une innovation organisationnelle. Ce qui arrive très souvent, je dirais, dans nos entreprises et dans beaucoup d'activités. Et je crois que cette innovation-là, il ne faut pas la perdre de vue. Ce sont des hommes, des femmes qui réfléchissent pour innover, pour faire avancer. Et il n'y a pas que la partie produit. On peut innover, je dirais, en interne, dans son entreprise, pour devenir encore plus productif. Lionel Beau, est-ce qu'on n'est pas dans un vieux pays révolutionnaire où pour nous, l'innovation, c'est forcément de tout changer, de tout remettre à plat? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'innovation incrémentale qui permet d'améliorer petit à petit et à 360 degrés la vie d'une entreprise? Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça a été le but d'Expansion 2020. Lorsqu'on a fait Expansion 2020, je le rappelle, on était quand même dans une situation difficile au niveau du département, au niveau du décolletage. Et donc, l'idée, ça a été d'innover, mais d'innover dans tous les services, tous les stades de l'entreprise. Et Expansion 2020, ça a été innové sur l'international, puisqu'on s'est dit comment accompagner à l'international les entreprises. Il faut qu'on innove, il faut qu'on trouve des solutions, et surtout des solutions pour les petites et moyennes entreprises, parce que c'est déjà le premier message. Je crois que le grand jeu qui est devant nous pour les prochaines années, c'est notre capacité à créer un environnement où les petites et moyennes entreprises pourront capter des marchés à l'international. Un chiffre, le décolletage aujourd'hui exporte 44% de son chiffre d'affaires à l'international. C'était 30% il y a 10 ans. C'est 44% aujourd'hui, ça sera peut-être plus de 60% dans les 10 prochaines années. C'est que l'innovation mène à ce développement international forcément. Ça veut dire qu'il faut qu'on innove en termes de structure pour permettre à des entreprises de pouvoir aller à l'international et notamment quelle que soit leur taille. Donc c'est ce qu'on a fait avec Expansion Internationale en créant des groupements, notamment par exemple sur le médical, où des entreprises se sont réunies et ont créé une plaquette ensemble commune sur le médical. Ça, c'est une forme d'innovation. Mais on a également innové, comme le disait le président Métral, on innove dans tous les services, on a innové au niveau RH. On a, à travers Expansion Internationale, on s'est dit comment recruter des jeunes. On faisait tous le même constat sur la Haute-Savoie. Depuis 10 ans, on voyait nos classes qui se vidaient de jeunes. Et on s'est dit là, comment faire pour faire en sorte que les jeunes réintègrent les classes? On a innové, on a créé Smile, on a créé 2 groupements d'employeurs qui permet aujourd'hui, qui a créé plus de 50 emplois, des emplois à temps partagé dans les entreprises. Et aujourd'hui, le constat, c'est que pour la 2e année consécutive, toutes les classes techniques du département sont remplies. Toutes les classes techniques du département sont remplies. Comme quoi on peut aussi innover au niveau des ressources humaines et avoir des résultats. Et donc l'innovation, je vais reprendre celui-là finalement de micro. L'innovation attire, l'innovation motive, mais est-ce que l'innovation c'est à chaque fois synonyme de plus de compétitivité, de plus de marge? Alors si vous voulez, au niveau de la compétitivité, c'est un vrai sujet en France. On sait, et j'en parle tout à fait aisément devant nos élus, on sait qu'aujourd'hui on a un gros problème de compétitivité en France.
50 milliards de charges en trop sur les entreprises, un poids des charges qui est beaucoup... Charges en trop par rapport à l'Allemagne. On a un poids des charges aujourd'hui qui est excessif. On a des marges qui sont aujourd'hui les plus faibles des pays européens. Et donc, à un moment donné, le coût du travail est devenu trop cher en France. Ça nous oblige à innover davantage de nos concurrents pour rester dans la course à la compétitivité. On est contraint, on est forcé d'innover en fait, c'est ça. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas le choix, c'est innover. Et je crois que les résultats qu'on a sur le décolletage le montrent. Les entreprises innovent. La preuve, c'est que 5%, on a une augmentation de 5% du chiffre d'affaires du décolletage français sur le premier semestre par rapport au semestre l'année passée. C'est-à-dire que même dans une conjoncture économique qui est très difficile, dans un contexte qui est très difficile, malgré un problème aujourd'hui du coût du travail qui est devenu trop cher en France et notamment par rapport à l'Allemagne, les entreprises françaises, notamment de décolletage françaises aujourd'hui, réussissent encore à faire mieux que l'année passée. Ça veut dire tout effectivement qu'elles ont innové et qu'elles ont trouvé des solutions pour gagner en compétitivité. On pourrait se dire, en tant que chef d'entreprise, c'est bien beau de vouloir innover, mais encore faut-il pouvoir. Guy Métral, y a-t-il un mode d'emploi de l'innovation? Comment faut-il s'y prendre quand on est gérant d'une TPE, d'une PME? Aujourd'hui, il n'y a pas de méthode absolue. Je pense qu'il y a des ingrédients à avoir. C'est d'abord la volonté. C'est un état d'esprit, comme on le disait tout à l'heure. C'est un état d'esprit, c'est la volonté du dirigeant, c'est la volonté de ses équipes. C'est aussi le temps. Et je crois que déjà, on n'innove jamais tout seul, jamais seul. On peut faire appel au collectif. Ça, c'est une certitude, à ses collaborateurs et à son réseau. Une idée toute simple déjà dans une entreprise, on peut mettre en place la boîte à idées par exemple. Bon, ça se fait dans certaines entreprises, ça se fait pas dans d'autres, mais ça peut partir de là également. Et puis les grandes innovations s'obtiennent par des associations d'idées, je crois, et son cumul de découvertes, de découvrir d'autres personnes, d'autres organisations. Je crois qu'il faut être ouvert aussi à communiquer, à rencontrer une somme de personnes, une somme d'institutions, je dirais, qui permet quand même d'amener l'ensemble des ingrédients. L'innovation, c'est une question de bon sens aussi. C'est une question de bon sens. C'est un état d'esprit, c'est une culture. C'est pas simple. Au fond, c'est pas simple. Certains commencent, échouent et recommencent. Mais je pense qu'avec le temps, on peut arriver à réussir, notamment dans le produit, de bonnes innovations. Je pense qu'enfin, innover peut être également synonyme aussi d'amélioration. On n'est pas forcément obligé d'innover dans le produit, mais on peut apporter une amélioration dans le process, apporter une amélioration, je dirais, dans l'organisation du travail, une amélioration aussi dans l'ensemble, je dirais, des composants qui font que l'entreprise doit être compétitive. Et c'est un peu ça l'innovation. Mais au fond, tout le monde fait de l'innovation sans le savoir, en permanence, je dirais, sans pour autant que ça soit bien formalisé. Donc peut-être que quelquefois, il faut formaliser les choses. Ce qu'on disait tout à l'heure, on peut faire de l'innovation sans le savoir. Lionel Beau, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent et qui se disent peut-être, moi je veux bien innover, mais je ne vois pas par où je peux commencer. C'est quoi votre mode d'emploi, vous? Alors, d'autant plus quand on est une petite entreprise, encore une fois. Quand on a une taille qui permet quand même d'avoir des moyens plus importants, je dirais c'est déjà plus facile d'innover. Par contre, le tissu de nos PME, notamment dans le décolletage, c'est avant tout des petites et moyennes entreprises. Comment peut-on permettre aux petites et moyennes entreprises d'innover? C'est la question que nous sommes posée. Et on s'est dit, en fin de compte, on va effectivement appliquer une méthode. On va essayer d'apporter une réponse collective à des problèmes individuels. C'est possible, ça? Bien sûr, c'est ce qu'on leur démontre avec Expansion 2020. C'est dire aux entreprises, en fin de compte, l'enjeu, c'est qu'on va créer un environnement où les entreprises, par exemple sur l'international, vont se regrouper et ensemble, elles vont pouvoir acquérir une taille un peu plus grande en allant à l'international, en offrant à un client une offre beaucoup plus importante que si elles étaient toutes seules. On ne dit pas de se regrouper capitalistiquement, on dit simplement se regrouper à travers leurs idées, à travers leur savoir-faire. Et on voit aujourd'hui que ça peut fonctionner. Sur la technicité, sur l'innovation, même process. On s'est dit comment, à travers Expansion 2020, on avait un projet très ambitieux, c'était de multiplier par 3 l'innovation process. Et on s'est dit comment faire.
on a associé le CETIM au CETEDEC. Ça va être effectif à partir du 1er janvier 2015. On va avoir un centre beaucoup plus important, beaucoup plus puissant. Qu'est-ce qu'on va proposer aux entreprises? On va leur dire, si par exemple vous êtes une petite entreprise et que vous avez un client qui vous demande de fabriquer des pièces sur un centre d'usinage pendant 3 mois, la petite entreprise, en l'occurrence, ne va pas pouvoir se payer son centre d'usinage uniquement pendant 3 mois. Le centre technique associé, le nouveau centre technique, achète cette machine et l'entreprise en question pourra louer des heures pendant 3 mois au centre technique, pourra venir au centre technique fabriquer ses pièces. Si cette entreprise, elle considère que c'est la bonne machine qu'il lui faut et qu'elle a plus de commandes par la suite, elle pourra même acheter cette machine au centre technique. Donc on va pouvoir, dès l'année prochaine, offrir un service beaucoup plus important au niveau des PME. Et chose importante, ça coûtera moins cher. Puisque pour les entreprises de moins de 10 personnes, il n'y aura plus de taxes affectées au niveau du centre technique, plus de taxes affectées. Et pour les entreprises au-delà de 10 personnes, on réduit le montant de la taxe affectée de 10%. C'est-à-dire qu'on réduit le coût au niveau du centre et on augmente la prestation au niveau des entreprises. Et je termine par là, il nous faut absolument qu'on puisse demain avoir plus d'espace, plus de locaux, plus de places pour étendre ces services-là, d'où le projet du Technocentre. Et là, je veux m'adresser aux élus et je sais que le Conseil général aujourd'hui a une écoute très attentive sur le dossier et nous soutient dès le départ. Il faut absolument qu'on arrive à aller au bout de ce projet de façon à pouvoir encore améliorer, créer les conditions d'environnement plus favorables pour les PME et pour qu'elles puissent continuer à innover. Vous annoncez, Lionel Brault, des initiatives pleines de bon sens, mais justement, je donne la parole à Guy Métral sur ce sujet. Est-ce qu'on n'a pas tendance, des fois en France, à être un peu trop pessimiste sur notre cas? On est en fait, quand on regarde bien, le 20e pays au monde en termes de nombre de brevets déposés, mais le 3e en termes d'efficacité de ces brevets et d'innovation. On est classé comme le 3e pays le plus innovant au monde. Qu'en est-il de la Haute-Savoie et est-ce que ça vous satisfait? La Haute-Savoie se positionne à la 3e place de Rhône-Alpes déjà, ce qui est relativement bien, et sur le plan industriel, entre autres, et principalement de la sous-traitance, on se trouve quand même la 6e région d'Europe. Ouais. Je pense que là, on a un positionnement qui est très bon. Si nous sommes 3e en Haute-Savoie derrière l'Isère et le Rhône, je pense qu'on a une place qui est relativement importante. C'est vrai qu'on a les métiers du sport, les métiers du ski, les métiers de l'industrie du décolletage, comme c'était dit par Lionel. On a également de l'innovation qui se fait dans le tourisme. Enfin, on a beaucoup de possibilités, et c'est ce qui nous donne, je dirais, cette possibilité d'être sur le podium à la 3e place. La Haute-Savoie, aujourd'hui, c'est quand même 196 dépôts de brevets en 2013 de la source INPI, donc c'est pas neutre. Ouais. C'est la force de notre département, je le crois, qu'il s'agisse d'innovation produit, ou au niveau de l'organisation, comme je le disais, ou du commercial également. Là aussi, il y a énormément d'enjeux sur le commercial, avec le e-commerce et autres. Là aussi, on peut travailler sur des modèles d'innovation. Comme je le disais, l'innovation est un état d'esprit permanent pour de nombreux dirigeants en Haute-Savoie. Et je crois qu'on peut être fier, in fine, des dirigeants que nous avons sur notre département, parce qu'il y a quand même quelque chose qui bouge en permanence, c'est l'innovation. Un mot sur le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie. Comment la CCI peut aider les entreprises à innover? Cette année, l'ensemble des chambres françaises sont sur l'année de l'innovation. Nous étions l'année d'avant sur l'année de l'industrie. Je pense qu'en ce qui nous concerne, nous, Annecy, on a la possibilité de recevoir l'ensemble des personnes qui innovent et de les orienter, de les aider déjà dans le montage de leur dossier, et ensuite de les orienter vers les institutions qui sont les plus compétentes pour faire avancer le dossier. Un mot quand même du label Mont-Blanc Excellence Industrie qui est porté par le pôle Mont-Blanc Industrie, qui permet également d'entrer dans une démarche à 360 degrés et d'aider au quotidien les entreprises à progresser sur tous ces domaines de l'innovation. Pour conclure sur ce sujet, Lionel Brault, le SNDEC, quant à lui, que permet-il aux entreprises pour les aider à aller plus vite, plus loin? Écoutez, avec le projet stratégique que le SNDEC a mis en place, Expansion 2020, on l'a vu, on permet aux entreprises d'aller à l'international, on permet aux entreprises de recruter. On ne l'a pas dit, on permet aux entreprises de financer également, puisqu'on a créé un fonds de 30 millions d'euros
de façon à permettre à des entreprises de grandir. Sur ces 30 millions d'euros, et je tiens à saluer quand même les deux banques qui nous ont permis de créer ce fonds, la Banque Populaire des Alpes et le Crédit Agricole. J'en profite pour vous dire que la Banque Populaire des Alpes propose en ce moment des taux très attractifs pour les entreprises et qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter parce que c'est le rôle de la banque également de financer les entreprises et on veut être présent sur ce territoire comme on l'a toujours été. Et donc sur ce fonds, aujourd'hui, 13 millions ont été déjà investis dans des entreprises, ce qui a permis de soulever en fin de compte 70 millions d'euros, donc 70 millions injectés dans les entreprises. Donc le SNDEC est présent sur l'innovation, a permis aux entreprises d'innover à travers Expansion, et puis à travers ce gros projet de rapprochement entre le CETIM et le CETEDEC qui va permettre, comme je disais tout à l'heure, d'offrir un service encore plus important au niveau des entreprises. Ce que je propose, c'est qu'on rentre dans le très concret avec les expériences des entreprises que nous avons invitées à cette table ronde. Je vous donne la parole, Nicolas Galmiche. Vous êtes le co-gérant de AirTech. AirTech, c'est la fusion entre votre ancienne société Systech, qui était un bureau d'études spécialisé dans les automatismes, et puis la société de Jackie Renard, qui était spécialisée dans la mécanique de précision. Et puis, vous, quand il y a eu la crise au plus bas de l'activité entre 2008 et 2009, vous vous êtes dit, plutôt que rester les bras croisés, on devrait peut-être utiliser notre personnel pour développer des projets innovants. Alors vous avez mis à contribution les 6 ou 7 personnes de votre bureau d'études, vous avez travaillé à fond et vous avez développé quelque chose de nouveau qui n'existait pas vraiment, en tout cas pas sous cette forme. C'est une machine hybride, elle est entre le tour à cam classique et la commande numérique. Elle permet de modifier des anciennes machines, si j'ai bien compris, en y ajoutant un dispositif qui coûte quant à lui à peu près 10 fois moins cher qu'une commande numérique et qui permet de traiter 70% des pièces. Aujourd'hui, vous avez multiplié votre croissance par 8 en moins de 10 ans, je crois en 5 ans, puisque c'est depuis 2009. Et aujourd'hui, là, vous fabriquez quasiment que des machines spéciales. Ça représentait 100% de votre chiffre d'affaires en 2009. Et bien aujourd'hui, vous êtes à 50-50 entre votre ancien cœur d'activité et puis cette nouvelle innovation qui s'appelle, je crois, les ICAM. Comment ça vous est venu, cette idée? Est-ce qu'on se réveille un matin en disant, tiens, je vais innover, je vais trouver une idée géniale? Est-ce que c'est le fruit de plusieurs années de travail, de recherche? Ou est-ce que c'est simplement la demande d'un client? Alors en fait, non, ça démarre pas d'un matin, on se lève et on se dit on va innover, j'ai envie de créer un produit. C'est a priori, il faut avoir ça dans le cœur, comme disait président Métral tout à l'heure. C'est une démarche forte de motivation, d'implication de tout le monde, de toute une équipe, des dirigeants qui tirent vers l'innovation, vers la création. Donc nous, de par la machine spéciale, c'était notre cœur de métier de concevoir des solutions innovantes pour nos clients. Donc c'est quelque chose qui est très ancré dans l'entreprise depuis toujours, dans notre métier. Donc il faut avoir cette volonté, c'est un axiome de base. Mais de la volonté à l'idée, c'est quoi? C'est la demande d'un client? Comment vous en êtes arrivé à vous dire on va inventer ça? Alors en fait, c'est l'analyse des besoins de nos clients, effectivement. On est dans le métier, on connaît les besoins de nos clients parce qu'ils nous sollicitent sur des problématiques et on voit des problématiques récurrentes arriver. Et on se dit, il y a quelque chose à faire. Certains clients nous expriment de façon un peu plus précise des besoins et des idées viennent. Et de là, démarre un projet, démarre l'idée de dire on sait proposer, on peut proposer une solution innovante, un produit qui pourrait répondre à un ensemble de problématiques pour nos clients. On pourrait apporter cette solution-là. Et quand derrière, il y a de la demande, on se rend compte qu'on est peut-être sur une bonne voie, c'est ça? Ben, tout à fait. Après, on connaît notre marché, on connaît nos clients, on connaît la dynamique de la région, de la vallée de l'Arve. On sait que l'ensemble des entreprises vont vers l'avant, vont chercher des nouvelles solutions, cherchent en permanence le progrès pour se placer sur des marchés et chercher la rentabilité. Donc on sait que si on propose un produit pertinent, il y aura forcément un retour, une réponse, et on sera sur un marché dynamique. Est-ce que vous pourriez dire merci à la crise pour ça, pour vous avoir donné le temps de rechercher, de tout remettre à plat peut-être, ce qu'on ne fait pas forcément quand l'activité va bien? Alors clairement, la crise a été un élément déclencheur, peut-être un facilitateur au niveau de la disponibilité, parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec une activité très réduite, trop réduite. Ouais. Et c'est pas dans notre démarche de se laisser aller et d'attendre que le temps passe avant que le travail revienne et d'attendre que le travail revienne. On avait déjà ces idées dans les cartons, on avait cette démarche d'innovation. On a dit mettons à profit cette disponibilité, ce temps et notre savoir-faire pour concevoir un produit qui soit un produit propre et qui nous permette, quand le travail reviendra, quand le marché sera à la reprise,
d'être présent avec des nouvelles solutions et d'être tout de suite dynamique sur le marché. Vous n'avez rien à perdre en fait, il fallait mieux faire ça que de ne rien faire. Tout à fait, plutôt que de rien faire, autant travailler sur des produits propres et innover, clairement. Aujourd'hui, votre croissance est entièrement portée par cette innovation? Alors aujourd'hui, on maintient l'activité des machines spéciales, on va dire à un niveau constant, mais clairement, toute notre croissance est appuyée sur les produits que nous avons développés dans cette période-là et que nous continuons à développer. Donc nous avons commencé par un accessoire, puis un deuxième, puis maintenant la machine ICAM, comme vous avez décrit tout à l'heure, la machine hybride de décolletage. Et sans arrêt, nous sommes dans un processus de développement continu, d'innovation continue, puisque c'est notre passion, c'est notre façon d'avancer. Et clairement, aujourd'hui, nous portons notre croissance à l'international sur ces produits-là, sur cette gamme de produits. Oui. Un mot sur la protection intellectuelle des innovations. Justement, vous m'avez expliqué que vous aviez pu déposer la marque ICAM, mais par contre, votre brevet est entre guillemets facilement contournable. On peut modifier quelque chose et puis faire un peu ce que vous faites aussi. Et m'avez-vous dit, nous sommes condamnés à innover. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un brevet sur ces technologies-là est très facilement contournable. Pour la faire courte, il suffit de 7% de différence sur le produit pour que le produit ne corresponde plus au brevet. Donc 7% à modifier sur une machine aussi complexe que ce qu'on développe, c'est très facile à faire. On vole l'idée, on vole pas le brevet, mais on vole l'idée. On vole l'idée, on vole un concept et il suffit d'en modifier la couleur et la forme pour que ce soit plus la même machine. Donc plutôt que de déposer des brevets à l'international, puisque aujourd'hui on attaque le marché américain, le marché européen bien sûr, le marché asiatique, les brevets coûtent très très cher à protéger. Plutôt que de se protéger par du papier, autant conserver notre avance technologique et toujours avoir une longueur d'avance sur d'éventuels concurrents. Les copieurs ont toujours un temps de retard, c'est ça? Tout à fait. Et il est suffisamment important, ce temps de retard, pour vous permettre, vous, de vivre de ces innovations? Aujourd'hui, on a commencé, donc, comme on le disait tout à l'heure, à développer ces produits pendant la crise, en 2009. La machine ICAM, on l'a proposée à partir de cette année au CIMODEC en février. Donc vous voyez que derrière, il y a quand même un processus d'étude, de réalisation et de mise au point qui est très long. Si aujourd'hui un concurrent voulait arriver sur le marché, évidemment qu'il pourrait copier certaines idées, certaines solutions assez vite, mais son temps de mise au point serait d'au moins 2 à 3 ans. Donc nous, pendant ces 2 à 3 ans, nous développons toujours de nouveaux accessoires, de nouveaux produits, de nouvelles solutions, on affine les performances de nos solutions et on aura toujours ces 2 à 3 ans d'avance tant qu'on reste dans ce processus d'innovation et de performance vers l'avant en permanence. Vous m'avez expliqué également que comme le produit est nouveau, finalement la concurrence ne vous fait pas peur, mais dans un premier temps elle vous sert, puisque plus il y a de concurrents, plus le produit est connu, et comme le marché est potentiellement immense, la concurrence vous est plutôt bénéfique en fait. Oui, aujourd'hui on est seul au monde à faire cette machine hybride. C'est un produit complètement nouveau et innovant. Le marché mondial est énorme, on est une petite structure, nous sommes 20 personnes. Clairement, on n'a pas les moyens financiers et humains d'attaquer un tel marché. Aujourd'hui, on attend un concurrent qui ferait parler du produit, qui nous aiderait à faire prendre conscience aux industriels du décolletage des avantages et des bénéfices de nos solutions. Et plus on en parle, mieux c'est pour nous. Et comme le marché est immense, clairement, aujourd'hui, la concurrence ne nous ferait pas peur, au contraire, elle nous servirait. Je passe la parole à Pierre Nicotera, vous ne vous êtes pas encore exprimé et pourtant vous avez plein de choses à dire. Vous êtes le gérant de Relais Industrie, c'est déjà une innovation en soi puisque c'est une des seules entreprises dont le nom reflète réellement l'activité, puisque Relais Industrie c'est un relais pour l'industrie. Vous avez 27 personnes, l'entreprise vous l'avez reprise en 2008 et votre métier, m'avez-vous dit, c'est de mettre en valeur, protéger et transporter les produits de vos clients. Vous fabriquez donc de l'emballage et vos clients sont par exemple Mapet, Salomon, les laboratoires Boiron et j'en passe. Et vous m'avez-vous dit, l'innovation, c'est à 360 degrés, sinon rien. C'est-à-dire que le boulot du chef d'entreprise, c'est de se lever le matin et de réfléchir en permanence à ce qu'on peut changer, des petites choses, parfois rien, l'emplacement des machines, les process. Mais c'est comme ça que vous concevez, vous, l'innovation? Oui, tout à fait. Moi, on a très peu ou pas de produits propres à Relais Industrie. Et en revanche, l'innovation est vraiment au cœur de notre société. Et vraiment à tous les niveaux, autant au niveau des cadres que des opérateurs. Et on fait vraiment participer tout le monde à toutes les évolutions qu'on peut avoir au niveau de la fabrication. Parce que ça les motive, les employés? C'est ça. Moi, je pense qu'une des grosses caractéristiques de l'innovation dans la société est très, très motivante. Et le fait d'impliquer toutes les personnes dans
dans l'évolution d'un produit ou ne serait-ce que dans le positionnement de machines ou de postes de travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour changer le monde, on est là pour changer ses conditions de travail, pour améliorer les choses. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je pense que le cœur même de l'innovation fait que les salariés, nos salariés s'impliquent beaucoup plus, pensent, et quand on évolue, il y a une part d'eux-mêmes qui est dans cette évolution, et ils seront beaucoup plus efficaces, ils seront beaucoup plus imprégnés, beaucoup plus... Mais comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire, vous arrivez un matin, vous dites, écoutez les gars, on change tout. On change l'emplacement des machines, tout ça. Ouais. Et est-ce que vous évaluez ça? Est-ce que des fois vous revenez en arrière? Ça arrive de se tromper? Ben évidemment, on peut se tromper, mais au départ, c'est toujours un peu difficile de faire changer les habitudes ou les mœurs de toutes les personnes. Mais en finalité, les gens s'habituent et avec le temps, ils viennent d'eux-mêmes dans mon bureau, dans le bureau du chef d'atelier, pour exprimer des revendications de modification ou d'évolution de poste de travail. Et je pense que c'est porteur ça porte la société. C'est-à-dire que on sera beaucoup plus efficace à innover en permanence même sur des produits, mais surtout sur la méthode de travail, en impliquant tout le monde sur des réunions de brainstorming, en impliquant sur des nouveaux projets. Tout le monde est fédéré autour de la société. Et tout le monde se pose la question, comment ça pourrait être mieux? C'est ça la question qu'on pose? Je suis pas sûr que tout le monde se pose cette question, mais en finalité, oui, les gens la majeure partie de mes salariés aujourd'hui se disent qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer dans la société pour que les choses aillent mieux, quoi. Et l'implication, je pense qu'elle est tous les jours. C'est des choses très simples que l'on fait de manière récurrente, de manière automatique, en changeant des petites choses. Par exemple, vous avez changé quoi? Des petites choses je sais pas moi, le positionnement de certaines bennes de récupération, au lieu de les mettre d'un côté, on va les mettre de l'autre côté, et ça ce sont des tout petits détails qui changent la vie et le quotidien de nos salariés, et qui font que on va avancer. Et moi, je sais que j'ai déposé quelques brevets, et ces brevets sont souvent partis d'une idée d'un opérateur qui était sur un poste de travail. Je vous avais raconté un peu l'anecdote d'un des brevets. C'est celui qui a initié le brevet. C'est une personne qui était portugaise, qui parlait à peine 2 mots de français, et qui était sur son petit poste dans un petit coin. Et d'un seul coup, je suis allé le voir, on a discuté, et le gars, il avait des tas d'idées, malgré qu'il n'ait pas fait d'études, mais les idées viennent de tout le monde. Et après, à nous, dirigeants, d'arriver à synthétiser ces idées, à ressortir l'essence de tout ça, et d'en faire quelque chose qui fait avancer, qui va faire qu'on va être plus productif, qu'on va augmenter nos marges et donc investir et avancer, quoi. Est-ce que vous rejoignez Nicolas Galmiche sur le côté brevet, utile ou pas utile? Si j'ai bien compris, la manière dont vous fonctionnez, c'est qu'à chaque fois qu'un client vous demande quelque chose, vous essayez systématiquement de vous poser la question, vous et votre équipe, de comment il veut tel type d'emballage, comment est-ce qu'on peut lui faire quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'il avait demandé à la base, mais est mieux. Moi, il m'est souvent arrivé d'avoir un client qui vient me voir en me disant, voilà, moi je veux ce produit, je veux qu'il soit comme ça, je veux absolument. Et puis de lui dire, non, moi je ne le ferai pas comme ça, et du coup on se pose autour de la table, on en discute. Et à la sortie, on arrive toujours à trouver une solution qui va être plus économique pour lui, qui va mettre en valeur de manière plus forte son produit. Et donc, lui pourra mieux vendre ses produits. Nous, on fait que l'emballage, hein. Mais la mise en valeur à un détail fait qu'on sera différent des autres et lui fera la différence. C'est ça. J'ai arrêté de croire que j'allais inventer le produit miracle. Pour vous, l'innovation, c'est pas de changer le monde, c'est... Ah non, ça c'est... Ouais, je crois que j'ai mis du temps. En fait, vous y pensez encore peut-être secrètement, j'imagine. Non, pas du tout. Non, je crois que j'ai laissé tomber. Je me suis levé pendant de nombreuses années en me disant, je vais trouver le produit miracle qui va faire que... Mais aujourd'hui, je laisse ça à d'autres personnes, et je pense que... nous, notre rôle à Relais Industrie, c'est plus de mettre en valeur les idées des autres. C'est-à-dire on a une idée, et nous, moi, par rapport à mon vécu, ce sera beaucoup plus de vraiment mettre en avant et mettre en
porter l'idée de l'autre. Voilà. Mais un exemple aussi de votre innovation à 360 degrés, c'est-à-dire à tout ce qu'on peut réfléchir, on essaie d'avancer, c'est que vous avez loué en partie vos locaux à une autre entreprise parce que vous avez Oui, ça c'était. Pourquoi pas dans les business models, ça peut rentrer. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai repris l'entreprise en 2008 et on a un grand grand magasin. Et 3 mois après, malheureusement, notre principal client est parti et ce client utilisait à peu près la moitié, voire les 3/4 du magasin. Et là, on s'est dit, mince, on loue ces locaux, ils nous coûtent très cher, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là m'est venue une idée, c'était de se dire, il y a des personnes qui ont des idées et qui ont des sociétés, mais qui n'ont pas de locaux. Et du coup, j'ai lancé ça et aujourd'hui, on a deux clients qui sont chez nous, c'est-à-dire qu'on leur loue des emplacements et on leur gère toute leur société. Et leur société aujourd'hui se résume à un bureau avec donc le dirigeant, le commercial et une comptable et toute la société est chez nous. Il fallait avoir l'ouverture d'esprit de le faire, en fait, tout simplement. Oui, tout à fait. Donc moi, du coup, j'optimise mes volumes, mon magasin, et tout le monde s'y retrouve, quoi. C'est ça. Dimétral, là-dessus, vous vouliez ajouter un commentaire sur ces expériences d'entreprise avant qu'on donne un mot sur le financement de ces différents projets? Non, j'ai rien de particulier à dire. Non, je vous ai fait signe parce que je vous aime bien, c'est tout. C'est bien, alors on va se faire des petits signes alors. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est très, très intéressant d'entendre des témoignages. C'est du concret. Je pense que le travail qui est fait par l'entreprise qui vient d'être citée apporte une solution supplémentaire à nos entreprises industrielles, entre autres. Et puis, sur ce qui a été dit également sur l'activité de monsieur, on pourrait dire c'est du rétrofitage high-tech. Est-ce que ça se dit? Ça peut, oui. Ça peut se dire. Donc ça aussi, c'est un élément important qui vient, je dirais, se rajouter aux machines ultramodernes que l'on peut avoir. Mais je pense qu'on peut faire de la modernisation, je dirais, à travers un schéma hybride, comme ça a été expliqué. Et tout ça aussi, ce sont des éléments concrets. Je pense que c'est bien, en tout cas de votre part, d'avoir choisi des témoignages qui apportent aussi la réflexion à chacun de nous autour de cette table. Nicolas Galmet, je vous redonne la parole sur le financement de ces innovations. Est-ce que vous avez utilisé les moyens qui sont mis à disposition pour les entrepreneurs pour vous aider dans le financement de tout ça, de cette recherche? Alors clairement oui, on est une petite structure, comme je disais tout à l'heure. On n'a pas les moyens d'autofinancer toute cette innovation, tous ces développements. Surtout en période de crise, on l'a dit. On a commencé en période de crise, donc où effectivement la trésorerie elles font comme neige au soleil. C'est là où on a découvert le réseau et toutes les structures que notre environnement pouvait nous offrir. On avait tendance à être un peu des artisans, à travailler dans notre garage, dans notre atelier, le nez dans le guidon. On a levé la tête et on a regardé ce qu'il y avait autour de nous et on a découvert un tissu d'entreprises, d'organismes qui pouvaient nous accompagner, nous aider, d'interlocuteurs. On est rentré dans ces réseaux-là et l'aspect réseau, et en Haute-Savoie, il est énormément développé, a été très important dans notre développement pour les financements, mais pas que, aussi pour des idées, pour des solutions, pour des partages. Et clairement, toutes les institutions qui ont été sollicitées ont répondu présentes, ont toutes bien compris notre besoin, toutes bien compris notre façon de travailler et nous ont accompagnés. Donc, bien évidemment, on a adhéré très rapidement au pôle pour l'aspect réseau, comme je disais. Et via le pôle, on a pu rebondir sur, à l'époque Oseo, maintenant BPI France. Tout ceci en partenariat avec nos banques, qui travaillent aussi en coordination avec ces organismes, la région, la CCI, par des aides ne serait-ce que de formation, de conseils. Tout ça a été mis en œuvre. Et aujourd'hui, tout cet aspect relationnel, réseau, corporatif est essentiel et capital pour notre développement et pour le financement de tous les développements, les tests, les mises au point et toutes les machines qu'on a dû réaliser pour développer nos produits. Vous m'avez dit, sans eux, on l'aurait fait quand même, mais on aurait été beaucoup moins vite. Oui, clairement. La volonté, on l'avait. C'est une passion qui nous cheville au corps depuis toujours. C'est notre moteur. Donc,
c'est notre métier, c'est notre façon de travailler, notre façon d'avancer, c'est ce qui nous lève le matin. Donc clairement, on va de l'avant, c'est notre façon de vivre. Mais sans ces organismes, sans tout ce réseau, aujourd'hui, on en serait encore au balbutiement de nos appareils, parce qu'on le ferait en pointillé, entre deux affaires. Il faudrait attendre une rentabilité sur une affaire pour pouvoir réinvestir dans du développement. Alors qu'aujourd'hui, on a pu anticiper tout ça. Alors bien sûr, c'est risqué, on fait des paris sur l'avenir, parce que c'est pas de l'argent qui tombe du ciel, cet argent, il faut le rembourser à un moment donné. Mais on croit en nous, on a une foi infinie en ce qu'on fait, c'est capital, et on se dit, ça va marcher, ça ne peut que marcher. Donc, sollicitons des aides, sollicitons du soutien, développons, commercialisons, et après on sera dans un fonctionnement normal d'entreprise innovante. Un mot de Pierre Nicotera pour terminer cette table ronde sur le financement. Vous aussi, vous avez utilisé les systèmes comme Oseo. Je crois que vous avez une subvention notamment pour oui, que vous avez breveté. Oui, on a développé un bloc-port il y a quelque temps et effectivement, on a déposé un dossier à Oseo qui a été accepté. Et ça marche très bien. Les aides sont arrivées, on a pu financer toutes les études grâce à ce biais-là. Ouais. Dans la préparation de cette table ronde, Nicolas Gamiche, vous me disiez que vous regrettiez que peut-être en France, on aide moins les entreprises que par exemple en Suisse, où quand on détecte qu'il y a un fort potentiel et qu'on peut aller à l'export, on donne carrément de l'argent, c'est vraiment de la subvention pure et dure. Vous me disiez regretter que ça ne se fasse pas en France ? Aujourd'hui, clairement, notre problème, il est sur la trésorerie. On consomme beaucoup d'argent au quotidien. Quand on fait un plan d'investissement pour développer un produit, un plan d'investissement de 100, il est pas rare qu'on dépense 120, 130, parce qu'on veut aller vraiment au bout des idées. On veut pas arrêter un développement alors qu'il n'est pas tout à fait peaufiné, tout à fait optimisé. Il est important de mettre des produits efficaces sur le marché. Et on commence à se développer à l'export, donc on fait des démarches à l'export et on voit comment ça se passe un peu sur les marchés étrangers. Et aujourd'hui, on voit certains pays avec un très fort protectionnisme de leur savoir-faire, de leur industrie. Et on a le sentiment qu'il n'y a pas, en France, pas suffisamment cette fierté de ce qu'on fait, de ce qu'on développe. Alors aujourd'hui, on est dans une région porteuse de l'industrie. Donc on a, comme je disais tout à l'heure, des interlocuteurs qui comprennent ce qu'on fait. Mais dès qu'on se déplace un petit peu, on n'a plus du tout ce discours et on rencontre des difficultés où nos clients ne sont pas soutenus par leur collectivité et où nous, on a du mal à lever des fonds plus directs qui vont nous aider à embaucher parce qu'aujourd'hui, on est en croissance, on cherche du monde qu'on ne trouve pas. C'est une difficulté aussi. On agrandit nos bâtiments, on achète des machines, donc on fait vivre aussi l'économie locale, on participe à l'activité locale. Sauf que tout ça, on est obligé d'autofinancer beaucoup de choses. Et pour des petites structures comme la nôtre en pleine croissance, c'est lourd, c'est risqué. Et on constate que dans certaines structures à l'étranger, notamment en Suisse, il y a un soutien beaucoup plus fort des fédérations, plus direct. Lionel Beau, par rapport à ce qui vient d'être dit, en guise de synthèse conclusion, parce qu'il est bientôt temps d'aller au buffet. Alors juste en 2 mots, dire que c'est déjà encourageant d'entendre des témoignages tels qu'on a entendus. On voit qu'on innove, on voit qu'on est encore capable, et pas dans n'importe quel domaine, quand même dans le domaine de la machine-outil. Qui aurait été capable de dire qu'en France, en Haute-Savoie, on serait capable aujourd'hui de relancer peut-être la machine-outil de demain. C'est quand même non, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors une chose, déjà sur le côté financement, là je dis, on va tout de suite se rencontrer puisqu'on a des solutions à vous proposer. Et là-dessus, je me porte garant qu'on saura vous accompagner. Puis la deuxième chose, c'est que si j'ai bien compris, c'est que non seulement aujourd'hui il y a une machine, mais cette machine, il va falloir qu'on la montre, il va falloir qu'on la fasse découvrir au grand public. Et c'est là que le Technocentre peut avoir une vraie utilité demain. On devrait, monsieur le député maire de Cluses, monsieur Mivelle, on devrait avoir, le maire de Cluses, pardon, mais on devrait aujourd'hui avoir un showroom, dans cette vallée où cette machine hybride est au centre de ce showroom avec les pièces décolletées autour de cette machine et qu'on a un vrai service de communication dans cette vallée qui mette en avant tout le savoir-faire de cette entreprise et qu'on puisse soutenir cette entreprise à vendre et à le faire savoir. On a en France un savoir-faire, on a du savoir-faire en France, il faut absolument que maintenant on arrive à le faire savoir. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Guy Métral, vous ne me faites plus de signes, mais je vous donne la parole quand même en guise de conclusion. Lionel a l'art et la manière de faire des belles conclusions.
Donc, moi, la mienne sera toute simple. Mesdames, messieurs, merci d'avoir écouté ces moments passionnants que Floris a bien voulu animer. Et je crois, je me trompe peut-être pas, qu'il y a une collation, il y a quelque chose. Il y a toujours à boire et à manger. Eh bien voilà, ça sera ma conclusion. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. C'était l'inauguration du stand Haute-Savoie sous-traitance. Bon appétit grâce à la Fédération des cafetiers, hôteliers, restaurateurs de Haute-Savoie. Merci.